Bonjour, bonjour à tous. Donc, merci pour votre présence à cet atelier. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure. On a bien timé cette présentation. L'objectif, c'est jusqu'à midi et quart. Donc, on aura en fait 3 temps. Un temps, voilà, pour comprendre, un temps pour parler de conception, concevoir, et un temps de projection, voilà, avec un peu de prospective. Ce qui est important, c'est que toute la dernière partie, justement, on a timé pour que à midi et quart, midi 20, on puisse avoir vraiment un temps de questions-réponses. Bien entendu, l'objectif, c'est aussi une présentation interactive, donc n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Voilà. Donc, un premier point donc, sur le rappel de la notion et le cadre juridique de l'accessibilité. Qu'est-ce qu'on entend par accessibilité et quelles sont voilà, les notions juridiques aujourd'hui en cours. Vous présentez ensuite des outils et des méthodes pour concevoir avec donc l'IA, les aides à l'usage et les perspectives futures pour, euh, pour cette partie un peu plus prospective. Donc déjà, avant de commencer, ce qui était important, ce qu'on a trouvé important de noter, c'est de faire un constat. Voilà, aujourd'hui, quand on parle d'accessibilité, pourquoi on parle d'accessibilité et qu'est-ce qu'on entend par accessibilité? Donc, il faut savoir déjà que d'après le baromètre du numérique, alors on a tout sourcé, donc normalement, vous aurez la présentation à l'issue, donc vous pourrez sur tous les liens aller directement sur les éléments qu'on vous présente aujourd'hui. Voilà. Donc, d'après le baromètre de numérique 2026, il faut savoir que 40% des Français évoquent des freins aux usages numériques. Donc, quand on parle des freins aux usages numériques, on va en parler juste après. Qu'est-ce qu'on entend par frein aux usages numériques? L'accessibilité du numérique qui reste encore trop souvent abordée en fin de projet, qui n'arrive pas forcément sur une question amont alors qu'elle devrait, mais qui est plutôt sur une question après, et qu'on présente souvent sur une simple checklist, alors qu'on va le voir, il y a plusieurs points complexes à intégrer dès la conception. Les audits qui montrent que la majorité des non-conformités sont répétitives et détectables automatiquement. Voilà. Donc, on va justement regarder ensemble quels outils pratiques on peut déjà utiliser dès la conception. Et puis ensuite, donc, d'après cette étude annuelle du WebHain, on a 1 million de sites web. Sur 1 million de sites web, il y a 56 erreurs d'accessibilité par page en moyenne. Et donc, ce chiffre ne cesse d'augmenter, puisqu'il a encore augmenté de 10% par rapport à 2025. Et après 6 ans d'amélioration lente, la tendance s'inverse. Donc, l'IA propose aujourd'hui d'accélérer la détection et de prioriser les corrections d'aide à la compréhension, mais elle ne peut pas se substituer à l'expertise humaine. Et c'est ce qu'on va voir voilà, tout au long de cette présentation. Donc, quand on parle donc de ce constat, hein, quand on parle de ces 40%, qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'accessibilité? C'est pas seulement donc, la conformité, hein, ce qu'on va voir juste après sur le RG2A. Qu'est-ce que le RG2A et qu'est-ce qu'il vient souligner? En fait, quand on parle d'accessibilité, elle vise surtout l'égalité à l'accès à l'information et aux services du numérique pour que, quelles que soient les capacités physiques, sensorielles, cognitives ou situationnelles, toute personne puisse avoir accès donc à l'information numérique. Elle s'inscrit dans une logique de qualité globale et d'expérience utilisateur. Donc, on parle d'UX inclusive. Donc, quand on parle de ces barrières, on parle de quoi? On parle de barrières qui peuvent être des barrières déjà linguistiques, puisqu'il faut un Français sur 5 parle une autre langue que la langue, enfin, une autre langue euh, maternelle, des difficultés qui vont être liées à l'âge. 20% des Français ont plus de 65 ans. On va parler donc notamment de troubles visuels, hein, des troubles moteurs, comme Parkinson par exemple, donc avec des difficultés avec la souris, des troubles cognitifs, 6 à 8% de dyslexie. On a 8% des hommes qui sont daltoniens. Donc voilà, donc, toutes ces difficultés-là vont créer des freins à l'accès à l'information. Les zones en bas débit aussi, quand on a des sites trop lourds et mal conçus, ils ne sont pas consultables sur des zones à bas débit. Et quand on parle de zones à bas débit, on pense souvent à des pays étrangers, mais en France, on a pas mal de zones à faible débit réseau.
Donc, quand vous ne me coupez pas, je continue. Comme notre timing est un peu serré. On a souhaité aussi vous faire un focus voilà, sur le cadre juridique. Qu'est-ce qu'on entend sur ce cadre juridique? Et quand on parle finalement aussi de sanctions, et donc là, je vais laisser parler Cyrielle, te passe la parole, Cyrielle, qui va vous présenter voilà, rapidement les différents référentiels. Merci beaucoup. Effectivement, le cadre juridique est assez intense sur la partie accessibilité numérique. Euh, Peut-être déjà effectivement redéfinir les quelques anacronymes qu'on utilise régulièrement, donc le RGAA, dont on entend parler de plus en plus et qui donc dit référentiel général d'amélioration d'accessibilité et qui est donc un ensemble de 106 critères sur lesquels on doit s'appuyer pour développer un site web accessible tel que l'entend la définition de l'accessibilité réglementaire, sur lequel on doit effectivement en plus ajouter toute la partie usage. Ensuite, on a le RAM, donc qui est ce référentiel qui est lui plus destiné aux applications mobiles, puisqu'on ne va pas auditer un site internet comme une application mobile. Les usages, là aussi, ne sont pas les mêmes. Et ces deux référentiels s'appuient sur les WCAG, les WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, qui sont en fait le socle international de ces référentiels et sur lequel on peut également s'appuyer pour auditer un site qui se veut international. En France, on a énormément de dates importantes sur la partie accessibilité et handicap. Et donc, elles commencent depuis 2005. On a commencé à parler d'accessibilité et d'accessibilité numérique. Donc, un peu plus de 20 ans qu'on doit intégrer l'accessibilité à nos sites Internet. Et il était attendu donc de rédiger une déclaration d'accessibilité, donc auditer son site sur le référentiel et afficher comment on allait faire pour améliorer cet affichage. Donc ça, c'était spécifié dans la première, enfin en tout cas, il y avait cette notion dans la loi de 2005. Depuis 2012, il y a cette notification pour les collectivités. Et depuis 2019, ça a été légiféré. Et donc, il y a cette obligation déjà, premièrement, d'affichage pour les collectivités et pour les entreprises de plus de 250 millions de chiffre d'affaires. De là, on avait des premières pénalités qui pouvaient arriver et qui étaient de 25 000 euros pour défaut d'affichage, donc défaut d'audit et défaut de schéma pluriannuel pour permettre d'écrire la suite de l'accessibilité. Ensuite, il y a eu en 2024 une nouvelle loi qui est arrivée et qui imposait euh, une obligation également de résultat. C'était non seulement il fallait afficher le résultat qui se voulait conforme ou non conforme, mais il y a aussi maintenant une obligation de résultat, c'est-à-dire de rendre son site totalement conforme. Et en cas de contrôle dans ce cas-là, ce sont des pénalités à hauteur de 50 000 euros tous les 6 mois si votre site n'est pas conforme aux 106 critères du RG2A, qui est actuellement dans sa version 4.1.2, très exactement dans le détail, et qui est en train également à noter d'évoluer pour normalement fin 2026 ou début 2027. On devrait avoir une version 5 qui s'adaptera beaucoup mieux au WCAG. Important donc de prendre en compte cette nouveauté en 2024, bah, là encore toujours pour les collectivités et les entreprises de plus de 250 millions de chiffre d'affaires. Et la grande avancée fut la directive européenne qui est passée donc en 2025, le 28 juin 2025 très exactement, et qui a pour ambition d'harmoniser le marché intérieur des produits et des services accessibles en éliminant les obstacles liés aux différentes réglementations d'accessibilité des États membres. Et là, ce ne sont plus les grandes entreprises, mais toutes les entreprises de plus de 10 salariés et ou 2 millions de chiffre d'affaires
qui se doivent de respecter les référentiels d'accessibilité, d'afficher les résultats et de tendre à la totale conformité de ces règlements. Il y a quelques secteurs qui sont beaucoup plus surveillés. Aujourd'hui, quand on va s'orienter vraiment dans le commerce B2C, donc vers le particulier, ça va être vraiment la priorité. Donc, d'où le fait que ce soit aussi beaucoup les collectivités, mais aussi maintenant, on va auditer tout ce qui est matériel, les ordinateurs, les smartphones, les tablettes se doivent d'être accessibles, les services financiers, les transports, le commerce électronique, donc tout ce qui va être vente en ligne. On parle d'une billetterie dans un théâtre jusque les ventes en ligne de façon plus globale. Euh, les médias, les livres électroniques et tout ce qui est services audiovisuels doivent également être accessibles. Euh, et tout ce qui va être abonnement, produits de services, toutes les plateformes publicitaires, également toutes les prestations de services professionnels, les médecins, les avocats, les agents immobiliers et les offres de divertissement de façon globale. Donc là, ça a été pas une grande révolution, mais une petite révolution, puisque maintenant toutes les entreprises quasiment se doivent de prendre en compte l'accessibilité. Et comme le disait Nathalie, l'idée, c'est vraiment de le prendre au début du projet, pas comme une contrainte, mais vraiment comme un bonus, puisque finalement aujourd'hui, c'est entre une quarantaine de pourcents des personnes qui ont besoin d'accessibilité, qui ont besoin d'aide pour acheter. Et si votre produit, votre site en ligne n'est pas accessible, et finalement, vous perdez aussi un objectif prioritaire qui est de communiquer et de partager vos services en ligne. Donc, en ce moment et actuellement, il y a déjà des entreprises qui se retrouvent face à la justice pour répondre à ces attentes en termes de réglementation accessible. On espère que ça va donner des suites et que euh, finalement, on prendrait en compte cette accessibilité de façon beaucoup plus standard et plutôt que par la force, si on comprend l'intérêt de l'accessibilité numérique, on prendra de plus en plus de bonnes pratiques et l'outil, effectivement, l'IA peut accompagner la mise en conformité, enfin en tout cas pas la mise en conformité, mais la recherche de problématiques. Et c'est là-dessus que je vais passer la main à Gabriel pour nous en dire un petit peu plus sur ce sujet. Oui, merci beaucoup, Cyrielle. Donc, on l'a vu, l'accessibilité numérique, c'est une contrainte réglementaire. Comme l'a dit Nathalie aussi, c'est un besoin absolument nécessaire pour que des personnes en situation de handicap, par exemple, puissent utiliser normalement le numérique. Et ne perdons pas de vue aussi que c'est bénéfique pour tout le monde. En général, un service accessible, un site web accessible, une appli mobile accessible est bien plus agréable à utiliser, bien plus facile à utiliser pour tout le monde. Donc, au final, l'accessibilité numérique, tout le monde y gagne. Maintenant, je vais rentrer dans une partie un petit peu plus opérationnelle. Comment, en fait, comment on rend accessible un site, comment on améliore l'accessibilité numérique d'un service. Et bien, pour cela, j'ai envie de dire que c'est un travail avant tout d'équipe et qui démarre, alors non pas, comme tu l'as dit, Nathalie, à la fin, une fois que c'est en ligne, mais dès le début de l'émergence d'une idée, d'un besoin, d'une demande. Donc ça s'applique sur tout le cycle de vie d'un service numérique, d'une appli mobile. Donc dès qu'un besoin est exprimé quelque part, il est important d'y ajouter des exigences d'accessibilité numérique. Alors par exemple, ce que l'on fait à EDF, mais c'est applicable absolument partout. On utilise des personas pour concevoir et spécifier nos développements ensuite. Eh bien, dans ces fiches personnages qui représentent les utilisateurs, on indique par exemple qu'un tel est malentendant et donc il a besoin de fonctionnalités spécifiques. Un autre, un conseiller clientèle par exemple, va être peut-être daltonien et donc on a besoin que les couleurs seules ne portent pas d'informations, etc., etc. Et en exigeant ça dans nos développements, on prend du coup mieux en compte l'accessibilité numérique dès l'émergence d'un besoin. Ensuite, évidemment, on va rentrer dans une phase de développement.
Donc là, nos équipes de développement, les développeurs en général sont outillés et de plus en plus, l'IA vient euh, augmenter, on dit, améliorer, accélérer un petit peu les développements. Donc il était aussi important, là aussi, d'exiger, si on utilise des outils d'IA générative, que l'accessibilité soit prise en compte et que la conformité soit vérifiée. Une IA, on le sait, une IA générative, si on n'exprime rien, si on n'exige rien, ben, elle ne va pas l'inventer, elle ne va pas le générer. Donc il est important, dans les outils à base d'IA que l'on utilise, d'exiger aussi une conformité à accessibilité numérique. J'y reviendrai un petit peu dans les slides ensuite. Une fois qu'on a développé, ben, il est important aussi de tester, de vérifier que le besoin exprimé au départ est bien répondu. Et là aussi, on a des outils de test et de vérification qui existent. J'en parlerai sur la diapo d'après. Et il est aussi important d'impliquer des personnes directement concernées dans la vérification de la conformité, dans la vérification de l'activité numérique. Et on verra, je laisse la parole à Anne aussi pour nous expliquer comment on peut travailler avec des personnes en situation de handicap. Et enfin, une fois que c'est en ligne, une fois qu'on met en production, bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Et il faut aussi donc auditer notre site pour vérifier que la conformité légale est bien au rendez-vous. Il faut aussi peut-être mener des enquêtes, sonder les utilisateurs pour vérifier que les personnes concernées ne sont pas embêtées, bloquées, gênées par l'utilisation du site. Puisque malgré tous les tests que l'on peut faire, les outils qui existent, rien ne vaut la vraie vie et le ressenti des personnes directement concernées. Donc, il est aussi important de suivre le bon fonctionnement des sites que l'on met en ligne. Donc voilà, tout ça pour dire que l'accessibilité numérique départ dès l'idée, dès l'émergence d'un besoin, et elle est prise en compte et mise en œuvre par tout le monde, par voilà, toutes les personnes qui travaillent à l'implémentation d'un service numérique jusqu'à sa mise en ligne et même après et même au-delà. Alors, comment on fait tout ça? On sent que sur la diapo d'après, il y a beaucoup d'outils qui existent. Alors, on va faire peut-être trois catégories d'outils. On a des outils historiques qui existent toujours, qui sont complètement pertinents. Je vais citer Axe, par exemple, Talaguru, etc. Donc, on vous a mis une liste ici qui sont dédiés à l'activité numérique et qui permettent de détecter un certain nombre de non-conformités au RG2A, par exemple. On va aussi avoir des outils plus polyvalents comme Lighthouse qui font plus que l'activité numérique, qui permettent aussi de tester, de vérifier d'autres domaines comme l'éco-conception, bon, le référencement pour Google, etc., etc. Ces outils, alors certains sont gratuits, il ne faut pas s'en priver du coup. Il ne faut pas hésiter vraiment à les utiliser s'ils permettent d'automatiser certains tests et de détecter de manière très rapide et très simple des non-conformités qu'il est facile ensuite de corriger. D'autres sont payants. Et on voit arriver de plus en plus de l'intelligence artificielle. Alors, soit intégrée aux outils existants, donc qui viennent quelque part upgrader la performance des outils existants, soit des outils qui viennent se rajouter, donc qui viennent compléter quelque part cette collection d'outils de tests et qui permettent aussi d'aider à améliorer les développements. Alors, j'ai mis en fin de slide un exemple de prompt que l'on peut voilà, mettre dans un outil d'IA générative et qui permet de détecter quelques non-conformités. Alors, évidemment, avec l'IA, il faut se méfier des réponses, faut contrôler, on a des hallucinations, on a des faux positifs, voilà, on peut avoir des petites coquilles, mais ce que l'on ressent quand même, c'est quelque chose d'encourageant. On sent que l'intelligence artificielle, par sa capacité à simuler le comportement humain, à analyser certaines images, certaines mises en page, mises en forme de sites ou de documents, on pressent qu'elle serait peut-être en capacité de nous aider à détecter et à améliorer l'accessibilité numérique d'un site web, d'une appli mobile ou de n'importe quel service numérique. Alors, je vous ai mis là un exemple de prompt. Moi, je serais très curieux de savoir si vous avez déjà essayer de prompter euh, sur une IA générative quelle qu'elle soit pour détecter, mesurer, évaluer l'accessibilité numérique d'un site. Et n'hésitez pas à partager dans la conversation
des prompts qui vous semblent efficaces, pertinents pour cela. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'arriver à détecter ces non-conformités et les corriger avant qu'elles n'embêtent effectivement quelqu'un. Sur la diapo suivante, le constat que l'on fait encore aujourd'hui, malgré le potentiel que pourrait apporter l'IA, c'est que les outils, quels qu'ils soient, soit les outils historiques, soit les outils à base d'IA, ne permettent toujours pas de couvrir 100% du périmètre des différents référentiels, comme le RG2A ou le référentiel pour les applis mobiles. On estime voilà, qu'à peu près entre 25% minima pour certains outils, jusqu'à 40% si on cumule l'ensemble de ces outils avec de l'IA. Voilà, on va peut-être couvrir moins de la moitié du périmètre de ces différents référentiels. Ça veut dire que l'intelligence artificielle va peut-être nous aider, mais pas encore à couvrir l'ensemble du périmètre. On ne sait pas aujourd'hui faire des tests automatiques, automatiser les tests avec des outils pour couvrir l'ensemble du périmètre et couvrir l'ensemble des besoins d'accessibilité numérique. On a mis un petit lien aussi là, d'une conférence par Octo qui a été publiée il y a un petit mois, une conférence assez récente qui dure une petite demi-heure, c'est pas long, et qui présente très bien justement le potentiel de ces outils, notamment à base d'IA, les résultats qu'ils ont mesurés par rapport à des sites qu'ils avaient audités. Donc voilà, ils ont comparé ce que les outils détectaient, arrivaient à détecter, sur des sites qui avaient été audités par des sociétés spécialisées. Donc c'est très intéressant de voir les apports et les limites de ces outils à base d'IA. Je vous invite à suivre cette conférence. Voilà, tout ça pour dire qu'encore aujourd'hui, les tests manuels, l'expertise humaine est absolument indispensable pour assurer la conformité et l'accessibilité numérique d'un service web. Je vous ai mis aussi en lien le diagnostic flash de l'Adinum qui permet, avec des outils type lecteur d'écran, qui sont aussi de très bons outils de test, ce diagnostic voilà, permet par des tests très simples, à la portée d'absolument tout le monde, de détecter les non-conformités les plus bloquantes, les anomalies vraiment les plus gênantes et qu'il est important donc de corriger. Sur la slide suivante, euh, donc on l'a vu, on a des référentiels qui nous permettent de savoir quoi faire, qui nous guident dans tout ce qu'il faut vérifier, tester. On a un travail d'équipe à mener pour nous assurer que l'accessibilité est au rendez-vous. On a des outils de test qui nous aident pour tout ça, soit des outils historiques, soit des outils à base d'IA maintenant que l'on voit arriver. Et moi, je vous partage une petite expérience et je serais curieux de connaître les vôtres en fin d'atelier. À EDF, par exemple, on commence à tester, expérimenter des agents à base d'IA pour améliorer, booster notre chaîne de développement. Donc, voilà, on vérifie, on expérimente un agent expert en activité numérique qu'on vient insérer et mettre en œuvre dans notre chaîne de CI/CD pour aider les développeurs à détecter des erreurs et les corriger du coup dans le code, dans nos développements avant de mettre en ligne, de mettre en ligne un service. Les premiers constats qu'on fait aujourd'hui, mais c'est très tôt et on ne peut pas encore tirer de conclusion, c'est que ça nous semble prometteur. Il y a certaines choses qui sont détectées, qui sont plutôt impressionnantes. On a aussi de grosses erreurs et donc il est important d'avoir une petite expertise pour maîtriser ces outils-là parce que l'IA hallucine et nous sort des fois des choses qui sont complètement incohérentes. Mais c'est encourageant. Il faut aussi veiller à utiliser des systèmes, encore une fois, frugaux parce qu'on peut vite avoir beaucoup de charges, de temps passé, des tokens consommés qui sont très importants pour un résultat qui est peut-être pas à la hauteur. Donc voilà, avec l'IA générative, il faut toujours avoir en tête de, de- d'avoir cette balance bénéfice-risque en faveur des bénéfices, parce que des fois, on peut vite consommer davantage qu'on en tire. Mais ce qu'on observe en tout cas, c'est que c'est intéressant d'expérimenter, de tester et de partager les bonnes pratiques entre nous, entre ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, pour voilà, gagner en qualité et faire en sorte que nos développements soient accessibles demain. Et donc sur le slide d'après, je vais te passer la main, Nathalie, puisque comme je le disais, donc on a des outils, il est important d'intégrer l'activité numérique dans tout le cycle de vie de la conception d'un service. Il est aussi important, enfin, dans ce que l'on voit, pardon, c'est que l'IA
intègre, et puis je vais te passer la main, prend la main plutôt de plus en plus sur des interfaces web classiques, sur des sites institutionnels, par exemple à EDF. On voit de plus en plus de clients qui demandent à leur IA générative préférée quelles sont les offres d'EDF plutôt que d'aller les consulter sur notre site sur laquelle elles sont très bien présentées. Et donc voilà, je vais te passer la main. On voit que l'IA prend la main sur les sites web. Très bien. Oui, donc, pour faire un petit peu la synthèse donc, de cette première partie de présentation, donc justement, ben, ce qu'on constate, c'est que euh, l'accessibilité nécessite quand même de la formation, hein, surtout, euh, et donc ben, de la formation à qu'est-ce qu'on va chercher dans cette accessibilité, comment on veut rendre son site plus accessible, comme on le disait tout à l'heure, déjà dès le départ, de l'intégrer, et comme vous l'a présenté Gabriel, dès la conception, de s'interroger, de se former sur aussi bah, qu'est-ce que la RG2A, hein, ces 106 critères que présentait Cyrielle tout à l'heure, et donc s'interroger dès le départ sur l'accessibilité de son site. Est-ce qu'on veut un site RG2A compatible ou est-ce qu'on veut un site accessible au plus grand nombre et qui réduise au maximum justement ces freins d'accès au numérique, hein, ces 40% de personnes qui rencontrent des freins à l'accès au numérique. Cette phase d'audit ensuite, donc, qui va être une phase d'audit sur laquelle on va pouvoir donc, utiliser aussi des outils, les outils qu'on vous a présentés un peu plus haut. Et puis après, il y a toute cette partie aussi d'accompagnement. Ce qu'on disait, c'est qu'en fait, ben, les outils qu'on peut retrouver avec l'IA qui va être un complément, mais qui ne va pas remplacer justement un modèle qui soit inclusif, des outils qui soient inclusifs. Nous, chez Lisio, on développe des solutions justement pour de l'inclusion numérique. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il est important et essentiel de co-construire avec les personnes concernées. Ce que disait tout à l'heure justement Gabriel, c'est-à-dire que quand ils développent leurs outils, bah, ils les confrontent aussi aux personnes qui sont concernées par l'usage. Donc nous, par exemple, on travaille justement avec Café Co. Donc je vais passer la main à Anne qui va vous expliquer comment justement on travaille et comment on met en test cette phase usage. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous à Café Co, nous portons un projet qui s'appelle Access Co, qui est né en 2024 hein, d'une sollicitation qui nous a été faite par l'Oncopole pour venir tester son dispositif d'accessibilité. Alors je vais vous replacer quelques éléments de contexte. Donc Café Co, c'est un collectif d'entraide et d'insertion sociale et professionnelle qui a été créé en 2022 par et pour les personnes concernées. C'est un groupe de jeunes personnes hein, concernées par le handicap qui ont voulu trouver une solution pour rompre avec l'isolement social. Ils étaient souvent éloignés de l'emploi malgré des diplômes, etc. Voilà, donc ce lieu a été créé. C'est d'abord un café, donc qui est un lieu de création de liens sociaux, ne serait-ce que par le fait que c'est un café qui déploie plusieurs espaces de formation, d'activité, de parcours d'accompagnement vers le bénévolat ou de parcours d'accompagnement vers un projet professionnel ou pas. Et on propose aussi au sein même du café des postes de bénévolat. Donc c'est une association qui accompagne chacun et chacune à trouver sa place dans la société. Donc effectivement, en 2024, donc, Café Co a été sollicité par l'Oncopole pour tester un parcours d'accessibilité, un parcours patient dans le cadre d'un programme qui s'appelle Handicap et Cancer. Donc là, on a passé au crible ce parcours patient au travers de l'expertise d'usage des personnes concernées. Ça a donné lieu à un livrable, à des pistes d'amélioration à l'Oncopole, etc., et à nous accompagner nous-mêmes, à nous professionnaliser dans la mise en avant de ces compétences de savoir expérientiel. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui se structure hein, de plus en plus, puisque ça fait un an qu'on travaille donc sur l'offre que l'on peut proposer à toute entreprise, structure voilà, qui voudrait re-questionner son dispositif d'accessibilité. C'est ce que l'on a fait avec Lisio. On est venu tester la solution Lisio Liberty
Voilà, on a apporté, nous, cette expertise et ces compétences à l'ISIO, euh, à travers ce que l'on a imaginé un peu en sur-mesure, une proposition, voilà, d'audit de la solution. Voilà. Donc, dans ce projet, nous avons plusieurs objectifs, donc, qui est de valoriser les compétences et l'expertise des personnes en situation de handicap, en même temps favoriser leur accès à l'emploi ou à un maintien dans l'emploi. On reconnaît leur expertise et on rémunère ce savoir expérientiel. Ça, c'est extrêmement important de le dire, hein. Voilà, on a cet objectif-là aussi, et que de le valoriser auprès des structures. Et on développe des solutions innovantes pour révéler et promouvoir ces compétences. Voilà. Pour les organisations, euh, nos objectifs sont donc de sensibiliser aux enjeux du handicap et de l'accessibilité et d'accompagner les entreprises et les institutions vers une accessibilité optimale et une inclusion durable. Voilà. Donc on propose toute une expertise complète autour de l'accessibilité. Voilà. Donc aujourd'hui, donc notre offre se tourne vers de l'audit, hein, de l'analyse des besoins, une évaluation de la chaîne d'accessibilité, des propositions de préconisation et des constructions de suivi et de plans d'action qui viennent répondre aux enjeux d'accessibilité. On déploie également des modules de formation et de sensibilisation aux différents types de handicap, aux bonnes pratiques d'accueil et d'accompagnement. On fait également de la transcription et de la formation facile à lire et à comprendre. Voilà, le facile à lire et à comprendre est un langage simplifié, voilà, qui permet à chacun et chacune de pouvoir accéder à une information. Voilà. Donc peut-être on peut partager notre expérience avec toi, Nathalie, sur la façon dont on a mené Oui, alors nous, le dans le cadre test de la des solution. développements, voilà, donc dans le cadre de développement des solutions, en fait, on a on crée des liens tests, donc on fait du test in situ, donc chez Café Co, et après donc on déploie des liens tests qu'on envoie donc aux personnes concernées. On va ensemble travailler en amont les différents sujets et différentes typologies qu'on veut tester, de typologie de handicap. Et ensuite, derrière, il y a toute une phase de retour, de correction. Voilà, on réadapte voilà, les différents points relevés. Voilà, c'est ça. On avait identifié voilà, des personnes qui ont apporté vraiment leur regard d'expert et leur expertise d'usage. Finalement, ils sont des personnes en situation de handicap déploient beaucoup d'astuces, hein, pour accéder à des services, à des bâtiments, etc. Enfin, donc là, c'était vraiment de faire passer au crible cette solution, voilà, de faire émerger ou leurs propres solutions, préconisations qui sont, euh, qui sont souvent très pertinentes. Voilà. Anne, peut-être il y a une question dans le fil de discussion à laquelle tu peux peut-être Oui, répondre. Est-ce que oui, Café Co participe au CLCPH, au comité de liaison handi avec la métropole de Montpellier? C'est Yann qui nous demande ça. non. Non, pas à ma connaissance, hein. On intervient essentiellement sur Toulouse et son agglo, donc à ma connaissance, non. Ok. Je le note, hein, je poserai la question, mais à ma connaissance, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas, on peut enchaîner. Je vois juste la Euh, question sur est-ce qu'il y a des organisations qui ont déjà été épinglées? oui, Euh, donc aujourd'hui, il y en a une qui a été épinglée, mais qui n'est entre guillemets, mais qui est encore en cours d'exécution. C'est l'entreprise qui développe Pronote. Donc eux ont aujourd'hui un rattrapage sur cette idée-là et qui doit avancer. Effectivement, il y a des entreprises de grande distribution qui sont attaquées. On attend encore certains résultats.
On a aussi eu malheureusement, donc là pour l'instant, un appel, puisque Auchan a eu une relaxe sur cette partie-là, puisqu'il avait bien affiché, mais il n'a pas tendu à améliorer l'accessibilité. Donc là, il y a un nouveau appel, un nouvel appel en justice pour améliorer la partie e-commerce de leur site internet. Et là, actuellement, il y a aussi une nouvelle attaque en justice, en tout cas une lettre ouverte pour une nouvelle enquête sur le site du gouvernemental des impôts. Donc, ça commence à bouger à différents niveaux pour que justement tous puissent améliorer l'accessibilité et l'accès surtout aux démarches en ligne, plus que encore l'accès, c'est la démarche en ligne et l'usage qui est des plus importantes sur ces différents sites et à tout niveau, je dirais. Effectivement, donc on sent des associations très très actives pour défendre les intérêts des personnes en situation de handicap et puis mettre en demeure, dénoncer, voire porter en justice si on sent que les boîtes traînent un peu les pieds. J'ai pas encore connaissance d'amende qui soit tombée, effectivement de jugement qui soit tombé et qui condamne, mais ça arrivera peut-être un jour. En tout cas, la réglementation, là, ça se cherche encore un petit peu. Merci Donc à Fernando. suivre. Donc l'action en justice sur les impôts est désormais officielle depuis avant-hier, depuis mardi. J'avais pas eu le fil Ok. d'infos qui m'était remonté, mais donc Eh ben, ça merci beaucoup pour le partage. c'est une chose, un point hyper important effectivement, et on espère que ça fera évoluer les choses. Et enfin, dans le dernier quart d'heure qui nous reste là pour clôturer cet atelier, on aimerait beaucoup voilà, échanger très largement avec vous, puisqu'en synthèse, l'accessibilité numérique, donc c'est l'affaire de tout le monde. C'est une contrainte réglementaire, bien sûr, mais c'est surtout et avant tout des sites web utilisables, faciles à utiliser. On ne laisse personne sur le bord de la route. Ça implique autant les équipes qui conçoivent et développent ces sites avec plein d'outils qui existent et qui s'enrichissent à base d'intelligence artificielle. Ça concerne aussi les personnes qui s'en servent, qui utilisent, avec lesquelles il faut travailler, avec aussi des incidents, des incidents, enfin des gènes qui doivent remonter de la part des utilisateurs vers les équipes justement qui développent pour que on s'inscrive un petit peu dans un cercle vertueux d'amélioration continue. Euh, dont on ne sait pas ce qui marche pas bien, on a du mal à le deviner parfois et à le corriger. Donc voilà, il faut aussi que ça remonte. On sent que l'intelligence artificielle, par les tests et les expérimentations qui sont faites, on sent quelque chose de prometteur, mais qui n'est pas encore du tout au rendez-vous. On n'est pas en capacité aujourd'hui de tester en appuyant sur un bouton l'accessibilité numérique d'un site ou d'une appli mobile. On n'en est pas encore là. Donc l'expertise humaine, elle est absolument encore nécessaire. Il est aussi important quand on utilise une IA de vérifier les résultats, d'avoir une certaine compétence pour vérifier que ce que l'IA nous dit est bien juste ou pas. Et voilà, ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir vos expériences en termes soit d'outils, soit d'outils à base d'intelligence artificielle pour améliorer l'accessibilité numérique de vos services. Est-ce que vous avez déjà prompté, par exemple, sur une IA générative pour tester ou détecter des non-conformités? Quel taux de couverture vous arrivez à avoir des différents référentiels? Tout à l'heure, je disais entre 25 et 40. Est-ce que, voilà, avec différents outils, plus de l'IA, vous arrivez à aller au-delà des 50% du RG2A, par exemple, par des tests automatiques? Ce serait intéressant de savoir comment vous y arrivez. Euh, Est-ce que, voilà, vous souhaitez nous partager des expériences réussies d'amélioration de l'activité numérique? Donc là, on souhaitait vous laisser la parole et puis échanger très librement sur ces sujets pour partager entre nous sur ce domaine qui, on sent qui bouge, qui évolue et qui est boosté à l'IA. Donc peut-être qu'il y a des pistes à partager entre nous. Euh, eh bien, Brice, tu es le premier si tu veux prendre la parole, ouvrir le micro. Oui. RX côté La Bon. Poste. Est-ce que vous m'entendez déjà? C'est une Oui, première chose. moi Ah, je super. t'entends bien. Bon, bonjour. J'essaie de mettre la caméra, mais je crois que j'ai un petit souci parce que quand je me suis. En fait, j'utilise pas cet outil-là, Zoom. Chez nous, c'est plutôt Teams. Alors, j'essaye, hein. Ah ouais, non, ça a pas l'air de marcher. Ouais, on Bon, t'entend, c'est alors, le principal. Si tu ah oui. veux.
Oui, alors en deux mots, je me présente. Donc Brice Lallemand, moi je suis à la Poste. À la Poste, on a plusieurs branches et je suis dans la branche qui s'occupe du courrier et du colis. Donc là, c'est la BSCC, branche service courrier colis. Et j'appartiens donc à la direction du système d'information, donc la DSI, en tant que développeur. Donc je suis développeur, je fais du back-end et du front-end pour ceux que ça parle, et plutôt spécialisé front, hein, donc tout ce qui est application web. Et j'ai aussi la casquette d'expert en accessibilité. J'ai été formé par Access 42, précédemment par Brinet. Enfin, je fais de l'accessibilité de la DSI depuis quand même pas mal de temps, parce que je fais la poste depuis 2003. Ça date déjà. Et donc, j'ai eu aussi la chance d'avoir la certification via Access 42. Et donc, chez nous, en tout cas à la DSI, alors, plus généralement à la Poste, pour information, chaque branche, on est 4 branches, je crois, a son référent accessibilité, qui a pour rôle justement de promouvoir l'accessibilité et de faire en sorte que ce soit intégré, implémenté largement. Bon, sauf que chez nous, il y a encore un peu de latence et que c'est pas. Ça dépend des branches. Il y a des branches qui sont plus en avance que d'autres. En tout cas, chez nous, donc il y a un référent, c'est pas moi, c'est qui s'appelle Sylvain Legland, qui est aussi à la DSI. Et lui, il est plus orienté utilisateur. Il fait aussi des travaux au niveau de l'IA. Mais je ne veux pas m'étendre sur son sujet. Moi, en ce qui me concerne, je suis plutôt dans l'opérationnel. J'ai mis en place un dispositif d'accompagnement des projets pour intégrer l'accessibilité assez largement. Le but étant d'accompagner un peu tous les métiers. Ça va de l'UX designer au développeur, en passant par le PO, le DO. Alors pour faire ça, c'est pas simple parce qu'on est très petite équipe. Alors moi, en fait, chez nous, on est trois experts. Il y a le référent qui est expert, et en opérationnel, donc il y a, en plus de moi, une autre personne qui s'appelle Alexandre Goualard, qui, pas là, je crois pas, qui lui est vraiment, alors moi, je suis un développeur et lui, il est UX designer. Donc, on a vraiment deux profils différents. On a tous les deux été formés par Access 42, donc on est tous les deux experts sur le sujet. Et je travaille avec une UX designeuse qui, elle, est une externe. Et notre objectif, c'est de mettre en place un maximum d'outils pour les internes. Et dans ces outils-là, donc pour répondre à la première question, il y a notamment Figma. Donc via Figma, Alexandre, il met en place une toolkit de composants basés sur le design system qui est en place chez nous. Et ces composants-là a pour but d'être accessibles et de détailler tout ce qu'il faut mettre en place, en tout cas sur la partie de maquettage, en termes d'accessibilité. Donc évidemment, il va travailler les contrastes, il va travailler le wording, il va travailler tout ce qui est tabulation, il va travailler tout ce qu'on peut faire sur des maquettes. Et ça, c'est un des travaux qu'on fait chez nous, c'est de vraiment faire la dichotomie dans le RG2A des critères qu'on doit prendre en compte au niveau de la maquette, de ceux qui ne sont pas utiles. Il y a des critères très techniques qu'on peut pas mettre dans une maquette parce que ça risque d'alourdir. Donc ça, c'est un premier travail qu'on fait. D'autres travail qu'on fait aussi avec Hélène, qui est le designeuse dont j'ai parlé, c'est de mettre en place une application. Cette application-là, donc, que je vais développer et que je fais développer d'ailleurs par l'IA, hein, pour information. Cette application-là a pour but de vulgariser toutes les thématiques et tous les critères du RG2A, dans le sens où ça va, pour chaque thématique, donner des cas concrets de non-conformité. Et c'est un gros travail de recherche que fait Hélène, c'est d'aller sur les sites corporate un peu droite à gauche et de trouver des non-conformités sur des critères précis. Et l'autre aspect qu'on met en avant aussi dans l'application, c'est le pendant conforme. Donc on montre des non-conformités sur un critère, et à côté, on montre les conformités. L'avantage de ça, c'est que comme c'est une application, on peut mettre en place dans l'application du code qui est accessible pour que les développeurs ou les designers aillent voir dans le navigateur ce que ça donne, soit en regardant visuellement le composant qui est mis en place dans l'application, soit en inspectant le code et en voyant tout ce qui est mis en place en termes d'attributs. Donc je pense notamment à ARIA. Alors je rentre un peu dans le détail technique, je sais pas quel profil vous avez, mais bon, je vais sortir du technique. Donc voilà, donc l'idée c'est ça, et c'est aussi dans cette application-là de donner des liens sur tous les outils qu'on utilise pour tester. Ce que j'ai pas dit aussi, sur chaque critère, ce qu'on met en place, c'est des vidéos tutos pour montrer comment tester des critères à destination des PO, par exemple, parce que les PO ne sont pas formés, on leur demande de tester une US, de vérifier qu'elle est accessible. La plupart du temps, ils ne savent pas comment tester. Donc, c'est le but de cet outil-là. Et alors, j'essaie de répondre et de faire vite parce que je te place à la parler.
Qu'est-ce que alors, taux de couverture. Donc là, effectivement, on a des travaux en cours. C'est très compliqué parce qu'on voudrait utiliser l'IA. Parce que vous savez, hein, actuellement, techniquement, on peut automatiser entre 20 et 25 critères, % des critères, pardon. Ce qui est pas beaucoup. Ce qu'on veut, c'est tester l'ensemble des critères pour que ça rentre dans une chaîne de déploiement continu et que ça serve de barrière automatique pour qu'on dise, bah non, on met pas en prod l'application parce que tel ou tel critère sont pas respectés. Donc là, on a des travaux sur l'IA et ce qu'on voit à ce jour, c'est que pour l'instant, l'IA n'est pas assez mature pour pouvoir tester les 100% des critères. Il y a différentes personnes qui sont sur les travaux en parallèle. On essaie différentes méthodes, soit en passant par des skills, je rentre dans le détail, mais soit en passant par des skills, soit en passant par des MCP. Pour l'instant, l'IA n'est pas assez mature. En tout cas, elle n'a pas le niveau qu'on voudrait pour qu'elle puisse faire ça. Mais des travaux sont en cours. Et après, je sais pas dans les autres entreprises s'il y a des travaux du genre. J'imagine que oui. Donc, je sais pas trop. Peut-être qu'il y a des personnes. Justement, c'est le but de l'atelier. Donc, s'il y en a qui veulent réagir, compléter, est-ce que Brice, on peut te contacter? J'entends qu'il y a des travaux en cours pour utiliser l'IA et aider au dev. Est-ce qu'on peut te contacter pour partager voilà, nos expériences? Parce qu'on, voilà, Ah oui, bien typiquement sur sûr. Paris côté EDF, je Avec pense que plaisir. c'est Au intéressant de partager. contraire, hein. J'adore l'idée aussi de venir quelque part illustrer le RG2A avec des exemples concrets de conformité et de non-conformité. Ça, est-ce que ça a vocation à remonter et peut-être enrichir le RG2A un jour? Est-ce que ça sera public? Est-ce que vous le partagerez? Alors, je sais pas si ça peut être pertinent d'enrichir le RG2A avec ça, puisque finalement, c'est juste des exemples de non-conformité. Est-ce que le RG2A a pour vocation à montrer ça? Je sais pas. Ça, À faudrait voir. l'anonymiser, faudrait trouver une façon de le rendre, euh, on va viser une boîte en particulier, mais dans l'esprit, je trouve ça pas mal. Par contre, on peut, si vous voulez faire enfin, vous pouvez me contacter et puis je peux vous montrer ce qui était fait chez nous. Ça Ok, peut vous inspirer et puis dans l'autre sens aussi, hein, pourquoi pas, hein. Je suis oui. preneur. Merci beaucoup pour le partage en tout cas. Avec plaisir. Donc Sophie qui réagit, qui dit super idée le format vidéo des critères pour les PO. Euh, il reste 7 minutes avant la fin de l'atelier. Je vais laisser la main à Fanny pour conclure. Est-ce que... Oui, Yann, tu lèves la main. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir, compléter? Oui, juste bonjour la poste au passage, et un petit bonjour à Sylvain que je connais très bien. On t'entend très doucement, Yann, pardon. Vous m'entendez doucement, j'ai Ah, rapproché le là, c'est micro, est-ce mieux. que c'est mieux? C'est mieux, c'est mieux. Bonjour à la poste et à Sylvain que je connais très bien et félicitations pour les avancées que vous faites. Juste un petit point rapide sur ce qui a été dit pendant cette session. L'IAG utilisé souvent aussi par d'autres entreprises qui essaient d'intégrer ça directement dans les statistiques d'usage des sites. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il y a plein d'outils qui permettent de voir les statistiques. Aujourd'hui, ils essaient d'intégrer l'IAG, enfin l'IA tout court, pour analyser les RG2A. On a enfin d'une entreprise un peu plus locale qui s'appelle Happy Planet. Je crois que tu avais mis Planet Happy ou Happy User, ou un truc comme ça mélangé. Donc en Oui, tout cas, il y a des choses comme ça qui existent. Ils sont pas encore au 100% des critères RG2A, comme tu l'as dit, Brice, mais ils avancent. Donc à voir ce qu'on peut faire avec eux. Donc ça avance, à mon avis, de partout sur ce point-là, côté outils statistiques. Mais il y avait aussi un autre point sur les audits. Vous avez parlé des audits en introduction. On peut faire des auto-audits, c'est pas obligatoire de faire des audits par une société experte du sujet, on va dire. Juste un truc, c'est que nous, on a tendance à voir, côté métropole, je parle nous. Alors, j'ai oublié de me présenter, Yann Devetti, métropole de Montpellier, référent accessibilité pour la métropole et stratégie numérique responsable. Côté métropole, on a tendance à avoir des éditeurs qui répondent à des marchés et qui nous disent qu'ils vont faire leur auto-audit. Et par souci, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais on peut accepter ça, mais sauf qu'en fait on se rend compte rapidement que les auto-audits des éditeurs sont pas d'aussi bonne qualité et donc sont parfois un peu bâclés. Donc c'est vraiment déconseillé ou en tout cas de essayer de rajouter d'autres audits plus experts avec des sociétés experts du sujet. Ça c'est un avis que je donne
que la métropole essaie de pousser en tout cas. Et puis dernier point, alors c'est plus pour la factory numérique responsable. On parle beaucoup d'IAG là c'est un bel outil, etc. Ça aide l'accessibilité, on l'entend. Peut-être il faut pas oublier non plus l'impact environnemental de l'IAG, évidemment. Et donc ça serait bien de voir aussi le sujet un peu plus IA sans G, ou en tout cas l'impact environnemental des outils qu'on utilise. Il ne faut pas qu'on crée un autre impact en voulant en résoudre un. Voilà, je laisse le point là-dessus. Mm. Oui, merci pour l'alerte. Donc, oui, ça présente un risque et donc il est important d'en avoir conscience et de mesurer, comme je disais tout à l'heure, le ratio bénéfice-risque pour que ça penche du bon côté et pas du mauvais. On va conclure. Est-ce que Nathalie, Cyrielle, Anne, vous voulez rajouter quelque chose avant de laisser la main à Fanny? Non, merci à tous pour votre participation et votre écoute active. Oui, merci tout le monde. Bah, du coup, Fanny, on te Allez, parfait. Eh bien, laisse merci conclure. beaucoup. Je veux bien du coup juste ma dernière slide pour vous tenir donc au courant des prochains rendez-vous de Digital 113. Donc un événement réservé à nos adhérents. Donc le prochain Digital Apéro le 24 juin à Toulouse et le 25 juin à Montpellier chez Devensis Cyber Security. On a des Digital Petit Déj qui sont ouverts à tous qui vous permettent de découvrir le réseau. Donc c'est le 7 juillet dans nos locaux à Montpellier et à Toulouse. Et comme je le disais en introduction, le Green IT Day, donc le 10 septembre au Quorum à Montpellier. Et je vous ai mis donc le lien pour vous inscrire dans le chat, ainsi que pour découvrir notre podcast, Le numérique responsable expliqué. Voilà, merci à tous en tout cas, et on espère vous retrouver très vite sur un prochain atelier et surtout au Green IT Day. Donc on vous souhaite un bel après-midi et un bon week-end. À bientôt.